La ville de New York, ce soir-là, brillait de mille feux. Les avenues résonnaient du vrombissement des voitures de luxe, les gratte-ciel scintillaient comme autant de joyaux, et dans l'un des restaurants les plus prestigieux de Manhattan, l'élite de la société dînait dans une atmosphère feutrée où chaque murmure avait le prix d'un secret. C'était un lieu réservé à ceux qui, comme Marcus Whitmore, pouvaient se permettre de transformer l'arrogance en art de vivre. Marcus Whitmore n'était pas seulement riche, il était le symbole de la réussite impitoyable. À 62 ans, cet homme aux cheveux argentés parfaitement coiffés et au costume taillé sur mesure avait bâti un empire immobilier estimé à plus de 200 millions de dollars. Pour lui, chaque victoire s'était obtenue en écrasant les autres. Et ce soir-là, il savourait son dîner comme il avait toujours savouré la vie, en se persuadant que rien ni personne ne pourrait jamais le défier. Mais il ignorait encore que ce soir marquerait le début de sa chute. La salle résonnait d'un concert de conversations raffinées, ponctué du cliquetis des verres de cristal. Et soudain, le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers une silhouette qui n'avait rien à faire là. Une petite fille, pieds nus. Pas plus de 9 ans. Sa robe simple et usée contrastait violemment avec les robes de soie et les complets hors de prix qui peuplaient la salle. Elle avançait lentement avec une détermination presque irréelle, comme si le marbre poli du sol ne pouvait pas salir ses pas. Personne ne l'avait vue franchir la porte, ni les vigiles à l'entrée, ni l'hôtesse chargée de surveiller les allées et venues. Elle était simplement là, comme si elle avait surgi de nulle part. Son regard sombre se fixa sur une table en particulier, celle de Marcus Whitmore. À côté de lui, son fils Dylan, 12 ans, observait la scène depuis son fauteuil roulant. Depuis 4 longues années, il ne sentait plus ses jambes. Les médecins avaient été catégoriques, la moelle épinière était irrémédiablement endommagée et aucun traitement, aucune fortune ne pouvait inverser cette tragédie. La fillette s'arrêta devant eux. D'une voix douce mais ferme, elle prononça des mots qui allaient ébranler tout l'édifice de certitude de Marcus. « Donnez-moi un peu de nourriture, et je guérirai votre fils. » Un silence pesant tomba sur le restaurant. Les convives stupéfaits suspendirent leurs gestes. Le milliardaire éclata d'un rire tonitruant cruel qui résonna sous les lustres de cristal. « Guérir? Toi? Petite sauvageonne, crois-tu être Jésus-Christ » Sa voix tenait, emplie de sarcasme et de mépris. Les veines de son cou saillaient tandis qu'il pointait un doigt accusateur vers l'enfant. « Sécurité, sortez-moi cette chose d'ici avant que je ne la jette dehors moi-même » Le mot « chose » claqua comme une gifle. Dans toute la salle, 50 paires d'œils assistaient médusés à l'humiliation publique d'une enfant. Pourtant, elle ne broncha pas. Elle ne pleura pas, ses grands yeux noirs restèrent fixés sur Marcus, calme et inébranlable, comme si rien ni personne ne pouvait jamais le défier. Mais Dylan, lui, n'osait plus respirer. Il connaissait la dureté de son père, mais il sentait au fond de lui qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. « S'il vous plaît, monsieur, » reprit la petite fille doucement, « je ne veux qu'un repas. En échange, je peux soulager la souffrance de votre fils. »« Assez !» rugit Marcus. « Tu veux m'arnaquer ? Crois-tu être au comte de Ferré ? J'ai dépensé 3 millions de dollars pour les meilleurs spécialistes de la planète. Et toi, une gamine affamée qui ne sait probablement même pas lire, tu viens me dire que tu peux faire mieux ?» Il éclata de nouveau d'un rire mauvais. Les clients gênés baissaient les yeux. Mais Dylan, le cœur battant, osa murmurer « Papa, peut-être qu'elle… » « Tais-toi, Dylan, trancha Marcus, la voix dure. Elle te manipule, c'est une voleuse, une imposture. Alors que Marcus se redressait, prête à la faire expulser de force, la fillette fit un geste simple. Elle posa sa petite main sur l'accoudoir du fauteuil roulant de Dylan. Ses yeux plongèrent dans ceux du garçon. « Dis-moi, sens-tu quelque chose dans tes jambes maintenant ?» Le temps sembla suspendu. Dylan cligna les yeux, puis, lentement, ses lèvres tremblèrent. « Je crois que… je sens un picotement. » Sa voix tremblante mais remplie d'espoir résonna comme un coup de tendère dans la salle figée. Marcus, furieux, attrapa la fillette et la repoussa violemment, la faisant chanceler. « Ne touche pas à mon fils, assez de tes tours de magie !» Mais Dylan, lui, n'entendait plus rien. Il fixait ses jambes, les yeux écarquillés, des larmes d'émerveillement naissant au coin de ses paupières. « Papa, quelque chose se passe, je sens mes jambes !» Si cette histoire vous captive déjà, sachez que ce n'est que le début. Pour découvrir comment une petite enfant inconnue a bouleversé à jamais la vie d'un milliardaire impitoyable, abonnez-vous dès à présent à la chaîne Derrière les apparences. Chaque détail qui va suivre mérite d'être vécu intensément. Le silence qui régnait dans le restaurant était presque insoutenable. Même les serveurs, habitués à tout, s'étaient figés, tenant leur plateau en suspens. Chaque client retenait son souffle, incapable de détourner les yeux de la scène qui se jouait sous les lustres étincelants. Marcus, rouge de colère, hurlait,
incapable d'accepter l'idée qu'une enfant sans nom, sans argent, sans statut, puisse défier sa toute-puissance. « Tu ne sens rien, Dylan, c'est ton imagination !» cria-t-il, les veines de son cou prêtes à éclater. « Cette créature joue avec ton esprit !» Mais Dylan, les mains tremblantes sur les accoudoirs de son fauteuil, fixait ses jambes avec des yeux écarquillés. « Papa, regarde, mes orteils, je peux les bouger !» Et devant 50 témoins stupéfaits, ses orteils frémirent, presque imperceptibles, mais assez pour bouleverser la logique et la médecine. Un murmure parcourut la salle, d'abord discret, puis de plus en plus audible. Des visages incrédules se tournaient vers Marcus, l'homme qui venait de traiter une enfant de chose, alors même qu'elle accomplissait ce qu'aucun médecin n'avait su faire. Iris, la fillette, se releva lentement après avoir été brutalement repoussée. Elle épousseta calmement la poussière de sa robe, son regard toujours fixé sur Marcus. Mais dans ses yeux brillait désormais une intensité nouvelle, une force silencieuse qui glaça le sang du milliardaire. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce mais tranchante, comme une lame invisible. « Vous venez de commettre une erreur très grave. » Marcus eut un sursaut. Lui, l'homme qui avait écrasé des familles entières, intimidé des maires, humilié des ministres, se sentit pour la première fois vulnérable. « Tu me menaces, sale gamine ?» tenta-t-il, mais sa voix tremblait. Il n'eut pas le temps de finir. Dylan poussa un cri d'étonnement. « Papa, je bouge mes pieds. Regarde !» Tous les regards convergèrent vers l'enfant, dont les orteils bougeaient désormais de façon visible, régulière. Des larmes ruisselaient sur ses joues. Marcus, blême, balbutia comme un homme qui vient de voir son monde s'effondrer. « C'est impossible !» Iris tourna alors le dos, marchant tranquillement vers la sortie. Sa petite silhouette semblait flotter au milieu de la salle stupéfaite. Elle n'avait pas besoin de triomphe ni d'applaudissements. Elle savait que ce qui venait de se produire allait marquer à jamais l'homme qu'elle venait de défier. Sans se retourner, elle murmura « Ce n'était qu'un commencement. Mais désormais, monsieur Whitmore, vous devrez regagner ce que vous venez de perdre. » Arrivée près de la porte, elle se retourna une dernière fois. Son regard plongea dans celui de Marcus, et il eut l'impression qu'elle voyait droit dans son âme pourrie, qu'elle dénudait ses péchés, ses humiliations, ses crimes. Sa voix résonna, claire, pour que chaque convive puisse l'entendre. « Certaines fautes ne s'effacent pas avec de l'argent. Peut-être qu'un jour vous apprendrez qu'il existe des forces plus puissantes que votre haine. » Puis, elle disparut derrière la grande porte. Le restaurant entier demeura dans un silence de tombe. Dylan, secoué de sanglots, remuait encore ses orteils, émerveillé. Marcus, lui, restait pétrifié. Pour la première fois incapable de parler, incapable de commander, incapable même de respirer normalement. 20 longues minutes passèrent. La vie du restaurant reprit timidement. Des conversations discrètes reprirent, mais des regards curieux, parfois accusateurs, se posaient sur Marcus. Dylan, les yeux rivés sur ses pieds, murmurait encore « Il faut la retrouver, papa. Il faut la faire revenir. » Mais Marcus, le visage figé, n'écoutait pas. Un sentiment inédit l'habitait. De la peur. Une peur sourde, presque enfantine, qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il claqua des doigts pour appeler le maître d'hôtel. « Je veux savoir qui était cette fille. Qui l'a laissée entrer? Comment est-elle arrivée jusqu'ici? Donnez-moi des réponses tout de suite. » Mais le maître d'hôtel, mal à l'aise, secoua la tête. « Monsieur Whitmore, personne ne l'a vue entrer. Ni les vigiles, ni le personnel. Elle est apparue. » Marcus se leva d'un bond, son poing s'abattant sur la table, faisant trembler les verres. « Personne n'apparaît de nulle part. Vérifions les caméras. Interrogeons tous les employés. Je veux tout savoir d'elle. Et vous, que feriez-vous si une enfant mystérieuse entrait dans votre vie pour défier tout ce que vous croyez savoir? Pour découvrir la suite bouleversante de cette histoire, abonnez-vous à la chaîne Derrière les apparences. Les prochains événements ne feront qu'intensifier le choc. La nuit suivante, Marcus Whitmore ne dormit pas. Son esprit, d'ordinaire si calculateur et froid, était en proie à un chaos qu'il ne maîtrisait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le regard sombre d'Iris, ce regard qui semblait avoir percé son âme jusque dans ses recoins les plus honteux. Plus il se répétait que tout cela n'était qu'une illusion,
Plus l'image de Dylan, remuant ses orteils avec des larmes d'émerveillement, revenait s'imposer à lui. Il se persuadait « Non, ce n'est pas réel. C'est de la suggestion, une manipulation psychologique. » Pourtant, les caméras de surveillance ne laissèrent aucune échappatoire. On voyait Marcus et son fils entrer dans le restaurant. On voyait les clients, les serveurs, mais nulle part l'entrée d'Iris. C'était comme si elle s'était matérialisée au milieu de la salle. Cette impossibilité le rongeait. Dès le lendemain, Marcus engagea 3 détectives privés, les meilleurs de New York. Ils fouillèrent les refuges, les hôpitaux, les écoles, rien. Aucune trace d'une petite fille correspondant à cette description. James Rodriguez, le plus expérimenté d'entre eux, finit par lui avouer « Monsieur Whitmore, nous avons tout vérifié. C'est comme si cet enfant n'existait pas. » « Alors cherchez mieux, » rugit Marcus, les yeux injectés de sang. « Elle n'est pas en fantôme. Quelqu'un la connaît, quelqu'un sait où elle vit. » Mais plus les jours passaient, plus la rage et l'impuissance de Marcus grandissaient. L'homme qui contrôlait tout, qui manipulait juges, politiciens et marchés, se retrouvait réduit à l'impuissance face à une enfant de 9 ans. Et ce qui le rongeait encore plus que le mystère, c'était l'humiliation. Tous ceux qui étaient présents au restaurant avaient assisté à la scène. Lui, le puissant Marcus Whitmore, avait insulté une enfant avant que celle-ci ne réalise ce qu'aucun médecin n'avait su faire. Ses amis du club privé commencèrent à se moquer de lui. « Alors Marcus, il paraît qu'une gamine t'a roulé dans la farine ?» lançait un certain Richard Sterling avec un sourire venimeux. Le rire gras des autres convives résonna, et Marcus serra les poings sous la table. Dans ces nuits sans sommeil, des souvenirs remontèrent à la surface, des noms, des visages, des familles détruites par ces expropriations, des ouvriers licenciés sans indemnité, des employés malades jetés comme des déchets. Il se revit face aux Henderson, cette famille de fermiers qui avait refusé de céder ses terres. Il avait brisé leur vie par orgueil, s'assurant même que William Henderson ne trouve plus jamais de travail. Et le dernier souvenir qu'il en avait, c'était cet homme réduit à mendier devant une église. Les faibles doivent savoir rester à leur place, murmurait-il souvent, comme une justification. Mais au fond, la certitude s'effritait. Puis, des rumeurs commencèrent à courir dans la ville. Des gens que Marcus avait écrasés semblaient peu à peu retrouver une vie nouvelle. Margaret Foster, l'enseignante qu'il avait humiliée et licenciée, avait été nommée directrice de la meilleure école de la ville. William Henderson avait miraculeusement retrouvé un emploi dans une entreprise rivale de Whitmore, et à chaque fois, une même description revenait. Une petite fille noire, d'environ 9 ans, au regard intense et à la sérénité troublante. Marcus, blême, lisait les rapports que ses détectives lui apportaient. « Impossible ! Ce n'est pas la même personne, murmurait-il. Mais les témoignages concordaient. Dylan, lui, observait son père s'enfoncer dans cette obsession, et osa un jour souffler. « Papa, peut-être qu'on devrait juste la remercier, elle m'a aidé. » La réponse claqua comme un fouet. « Remercier ? Elle m'a humilié. Elle m'a fait passer pour un monstre devant 50 personnes. Je ne me reposerai tant que je n'aurai pas prouvé que tout cela n'était qu'une mascarade. » Ce que Marcus ignorait, c'est que ses cris, sa haine, sa fureur ne passaient pas aperçus. À chaque mot de mépris, à chaque geste de colère, quelqu'un l'observait. L'enfant qu'il cherchait, discrète et insaisissable, continuait à le surveiller. Il croyait la chasser, il croyait la traquer. Mais en vérité, c'était lui qui se révélait de jour en jour sous ses propres excès. Et chaque éclat de haine devenait une pièce de plus dans le puzzle de sa chute. Les jours suivants furent pour Marcus une descente dans un gouffre dont il n'apercevait plus le fond. Ses cheveux devenaient plus ternes, sa barbe mal rasée trahissait ses nuits blanches, et ses yeux rougis reflétaient une obsession qui l'avalait tout entier. On le voyait désormais dans les rues les plus pauvres, marchant avec un air hagard, un vieux cliché d'Iris à la main, répétant inlassablement « 50 000 $ pour quiconque me dira où trouver cette fille !» Sa voix rauque résonnait dans les ruelles. Les passants le regardaient avec une étrange combinaison de peur et de mépris. Lui, le milliardaire arrogant, semblait devenu un chasseur désespéré. Et pendant qu'il se consumait, Iris, elle, se tenait à quelques mètres de lui, invisible à ses yeux. C'était dans un petit café de quartier, une échoppe discrète à l'odeur de café fraîchement moulu et de pâtisserie maison. Sarah Mitchell, 45 ans, essuyait ses mains sur son tablier lorsqu'elle aperçut la silhouette frêle assise dans un coin. Iris tenait entre ses petites mains une tasse de chocolat chaud que Sarah venait de lui offrir. Ses yeux d'enfant paraissaient plus anciens que le monde, et lorsqu'elle les leva vers Sarah, celle-ci sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu es la petite fille dont tout le monde parle.
Celle que Marcus recherche. Iris hocha simplement la tête. Son calme imperturbable enveloppa la pièce d'une sérénité étrange. « Pourquoi restes-tu ici? Pourquoi ne pars-tu pas ?» demanda Sarah, inquiète. La fillette sourit doucement avant de répondre. Parce que parfois, les gens doivent affronter leur vrai visage avant de choisir qui ils veulent devenir. Sarah resta silencieuse un instant. 3 mois plus tôt, elle se souvenait encore, son café était au bord de la faillite. Les grandes chaînes avaient envahi le quartier et elle apprêtait à fermer pour de bon. C'est alors qu'une petite fille trempée par la pluie avait franchi sa porte. Elle avait demandé un simple verre d'eau. Et avant de partir, elle avait posé sa petite main sur le comptoir et dit d'une voix étrangement assurée « Vous ne fermerez pas. Quelque chose va arriver qui changera tout. » Et la semaine suivante, par un hasard incroyable, un critique culinaire réputé entra par hasard dans son café et publia un article dithyrambique. Du jour au lendemain, la petite boutique était devenue un lieu incontournable, sauvant Sarah et ses employés de la ruine. À présent, devant elle, la même enfant buvait paisiblement son chocolat chaud. « Pourquoi tu aidais le fils de cet homme? Tu savais qui il était. Tu savais ce qu'il a fait. » Iris posa ses yeux sur elle et répondit d'une voix qui semblait venir d'un autre temps. « Parce que Dylan n'a pas choisi son père. Et parfois, pour sauver un innocent, il faut confronter un coupable. » À ce moment-là, Marcus apparut sur le trottoir accompagné de 2 détectives privés. Il gesticulait, montrait la photo floue d'Iris, menaçait les passants. Son visage, jadis lisse et assuré, n'était plus que crispation et rage. Sarah fronça les cils. « Il devient dangereux. Hier encore, il a fait irruption dans une école, hurlant après les enfants. » Iris acquiesça calmement. « Oui, et c'est exactement ce qu'il doit devenir. » Sarah la fixa incrédule. « Que veux-tu dire ?» Alors Iris sortit un vieux téléphone portable de sa poche. Sur l'écran, des dizaines de vidéos s'affichaient. Marcus filmé en train d'insulter des familles pauvres. Marcus menaçant un vieil homme dans la rue. Marcus offrant de l'argent à des policiers pour qu'ils ferment les yeux. « Patricia Williams me l'a donné », expliqua Iris. Elle a passé des années à enquêter sur lui, mais ses preuves ne suffisaient pas. Aujourd'hui, Marcus fait son propre travail pour elle. Chaque cri, chaque menace, chaque insulte, il s'accuse lui-même. Sarah porta une main à sa bouche. « Tu es en train de le laisser se détruire tout seul ?» Iris sourit pour la première fois. « Non. Je l'aide à se révéler. » À l'extérieur, Marcus continuait à hurler dans la rue, ignorant que chaque geste était enregistré, partagé, diffusé dans l'ombre par Patricia et son équipe. Iris posa sa tasse de chocolat vide sur la table et ajouta en se levant « La justice n'est pas la vengeance. La vraie justice, c'est offrir à quelqu'un la possibilité de choisir qui il est vraiment quand tout le monde le regarde. » Puis elle ajouta plus doucement encore « Dylan guérit chaque jour davantage. Mais son père est trop aveugle pour s'en rendre compte. Et lorsque viendra le moment, alors il devra choisir son orgueil ou son fils. » Elle sortit du café et disparut dans la foule, laissant Sarah tremblante, consciente qu'elle venait d'être témoin d'un plan bien plus vaste que ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Ce fut un jeudi après-midi que tout bascula. Marcus se trouvait dans son immense bureau, au dernier étage de sa tour de verre, lorsqu'une panique inhabituelle s'empara de sa secrétaire. Elle entra précipitamment, le visage blême. « Monsieur Whitmore, vous devez voir ça, tout de suite !» La télévision murale, allumée sur Channel 7, diffusait une émission spéciale. Le visage déterminé de Patricia Williams apparut à l'écran. « Bonjour, je suis Patricia Williams, et depuis 15 jours, nous avons enquêté sur les agissements d'un des hommes les plus puissants de cette ville. Voici ce que nous avons découvert. » Sous le bandeau rouge, raciste millionnaire, la chasse de Marcus Whitmore, le visage de Marcus s'afficha, figé dans une grimace de colère. Le premier extrait montrait Marcus bousculant un vieillard dans la rue, hurlant « Ces gens protègent toujours les leurs, tu sais où elle est !» Un second montrait son intrusion brutale dans une école primaire, terrorisant des enfants et lançant des insultes ignobles. Un troisième le montrait tendant une liasse de billets à un policier. « Ferme les yeux et trouve-moi cette gamine !» Chaque vidéo était accompagnée de commentaires précis, d'analyses juridiques et de témoignages. La salle de rédaction avait travaillé d'arrache-pied pour mettre bout à bout le puzzle de sa haine. La secrétaire, les mains tremblantes, murmura « Mon Dieu !» Marcus s'effondra dans son fauteuil, le visage vidé de toute couleur. Son téléphone vibrait sans cesse. Appel de ses investisseurs, de ses associés, de son avocat.
Faites-les taire, hurla-t-il à son conseiller juridique. Arrêtez cette diffusion, poursuivez-les en justice. La voix de Richardson, son avocat, était glaciale à l'autre bout du fil. Marcus, je ne peux rien faire. Ce sont des enregistrements légaux filmés dans des lieux publics. Au même moment, ses accès bancaires se bloquèrent un à un. Ses cartes furent désactivées. La bourse réagit en quelques minutes. Les actions de Whitmer Enterprises s'effondrèrent de 80%. Le conseil d'administration convoqua en urgence un vote de défiance. Le colosse tombait, pierre par pierre. C'est alors que la porte de son bureau s'ouvrit, et, dans le silence irréel qui régnait, une silhouette entra calmement. Iris. Elle semblait hors de temps, son pas léger contrastant avec la lourdeur de l'air chargé de panique. Marcus se redressa, livide, et balbuta « Toi, tu as tout orchestré. » La fillette soutint son regard sans trembler. « Non, Marcus. Tu t'es détruit toi-même. Moi, je n'ai fait que te laisser montrer qui tu es vraiment. » Derrière elle, une autre silhouette apparut. Dylan. Mais cette fois, il n'était plus dans son fauteuil. Il avançait, ses jambes fermes et sûres, les yeux remplis de déception. « Papa, je t'ai vu. Toute la ville t'a vu. Comment as-tu pu dire de telles horreurs? Elle m'a guéri. Et toi, tu n'as fait que haïr. » Les jambes de Marcus cédèrent. Il s'affaissa dans son fauteuil, incapable de soutenir le regard de son fils. Iris s'approcha doucement. « Tu n'as jamais voulu comprendre. Trop occupé à défendre ton orgueil. Dylan est guéri depuis 1 semaine. Mais tu étais aveugle à ce miracle, car ton cœur est empoisonné. » À l'écran, Patricia achevait son reportage par une révélation. La fillette que Marcus Whitmore a pourchassée s'appelle Iris Santos. Elle a apporté de l'aide à des dizaines de familles. Pendant que Whitmore détruisait des vies, elle les reconstruisait. À l'extérieur, une foule commençait à se rassembler devant la tour, brandissant des pancartes, hashtag justice pour Iris, hashtag millionnaire raciste. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Richardson. « Marcus, c'est fini. Le conseil t'a destitué. L'entreprise t'échappe. » Marcus leva des yeux pleins de larmes vers Iris. « Pourquoi? Pourquoi tu guéris mon fils, après tout ce que j'ai fait ?» La réponse fut simple, implacable. « Je n'ai pas guéri toi. J'ai guéri Dylan. Toi, tu avais toujours le choix de guérir ton âme. » Puis, avec un calme glaçant, elle ajouta « La vraie guérison fait plus mal que la maladie. Et parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. » Elle sortit de la pièce, laissant Marcus face à Dylan. Le regard de son fils, mêlé de tristesse et d'un espoir fragile, le transperça plus que toutes les pertes financières. Car il venait de perdre bien plus que sa fortune ou son pouvoir. Il venait de perdre le respect de son propre enfant. 6 mois s'étaient écoulés depuis le cataclysme. Dans un modeste appartement de 2 pièces, au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, Marcus Whitmore pliait soigneusement une chemise usée. Ses gestes étaient lents, hésitants. Cet homme, qui avait signé des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars, se retrouvait réduit à organiser un placard vide. La lettre qu'il venait de recevoir gisait sur la table. Une nouvelle réponse négative. « Merci pour votre intérêt, mais nous avons décidé de poursuivre avec un autre candidat. » Depuis des semaines, chaque tentative d'emploi s'achevait de la même manière. Son nom, autrefois symbole de pouvoir, était devenu synonyme de scandale. De sa fenêtre, il apercevait le parc en contrebas. Dylan y jouait au frisbee, courant avec une liberté retrouvée. Mais il n'était pas seul. Patricia Williams, désormais journaliste récompensée pour son enquête, et Iris, devenue une figure presque mythique dans la communauté, étaient avec lui. Le garçon riait aux éclats, un rire pur que Marcus n'avait pas entendu depuis des années. Mais ce rire ne lui appartenait plus. Patricia, forte de son reportage, avait remporté un prix prestigieux. Son discours lors de la cérémonie résonnait encore dans les mémoires. Cette histoire prouve que la justice existe encore quand nous avons le courage de documenter la vérité. Sarah, la propriétaire du café, avait créé une fondation au nom d'Iris. Déjà 15 enfants défavorisés bénéficiaient de bourses grâce à elle. Et Iris, malgré la notoriété naissante, demeurait la même. Une fillette aux pieds nus, au regard insondable,
qui continuait d'apporter de l'espoir à ceux qui n'avaient plus rien. Marcus regardait tout cela à distance, étranger au monde qu'il avait jadis dominé. Un soir, le téléphone sonna. C'était Richardson, son ancien avocat, qui n'avait pas complètement coupé les ponts. « J'ai quelque chose pour toi, Marcus. Ce n'est pas payé, mais c'est un début. » Il s'agissait d'un poste de bénévole dans un refuge pour sans-abri. Marcus accepta sans réfléchir. Le premier jour, il découvrit un univers qu'il avait toujours méprisé. Des enfants abandonnés, des familles détruites par la misère, des visages marqués par l'exclusion. Il se sentait étranger, coupable, presque indésirable. Chaque regard méfiant, surtout celui des enfants noirs, lui rappelait le monstre qu'il avait été. Mais il persista. Il nettoyait les sols, rangeait les lits, servait les repas. Peu à peu, certains commencèrent à percevoir une sincérité nouvelle dans ses gestes. Parmi eux, une fillette de 8 ans, prénommée Sophie, s'approcha un jour. Elle avait de grands yeux tristes, mais aussi un sourire lumineux quand elle osait le montrer. « Tu ressembles à quelqu'un qui est toujours en colère, mais maintenant, tu as l'air triste, comme moi avant. » Marcus resta interdit. L'enfant reprit. « Mais moi j'ai changé. Alors toi aussi tu peux changer, si tu le veux vraiment. » Ces mots simples frappèrent Marcus plus fort que toutes les humiliations. Lui qui avait toujours cru que le monde était une jungle, que seule la force comptait, se retrouvait ébranlé par une vérité enfantine, la possibilité de se transformer. Un après-midi, alors qu'il portait des cartons, Marcus leva les yeux. Elle était là, Iris. Plus grande d'à peine quelques centimètres, mais toujours la même. Elle ne dit rien. Elle se contenta de le regarder et d'incliner doucement la tête, comme pour reconnaître ses efforts. À ses côtés, Patricia filmait discrètement, observant le lent travail d'un homme qui tentait de renaître. Dylan, lui, venait parfois, pas pour se réconcilier immédiatement, mais pour voir si le changement de son père était réel. « Tu as vraiment changé, papa ?» demanda-t-il un jour. Marcus, les yeux humides, répondit sans chercher à se justifier. « Je n'en suis qu'au début, fils, mais j'essaye. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux peut-être devenir quelqu'un de meilleur. » 2 années passèrent. Marcus Whitmore, l'ancien maniaque craint et haï, n'était plus qu'un souvenir dans la mémoire de la ville. Désormais, il était assistant directeur du refuge où il avait d'abord commencé comme simple bénévole. Son expérience en gestion, autrefois utilisée pour écraser les autres, servait enfin à construire. Il avait mis en place des programmes éducatifs, organisé des collectes de fonds et permis à des dizaines d'enfants de retrouver une scolarité digne. Il n'avait jamais retrouvé sa fortune, mais il avait trouvé quelque chose de plus précieux, un but. Un matin d'hiver, Iris fit son apparition au refuge. Elle avait grandi, mais son regard portait toujours la même lumière étrange, mélange d'innocence et de sagesse intemporelle. Marcus la vit entrer, et son cœur battit plus fort. Il n'attendait pas de compliments ni de reconnaissance, mais quand leurs regards se croisèrent, elle esquissa un léger sourire, un simple signe de tête. C'était tout. Mais Marcus comprit. Elle approuvait. « Certains doivent tout perdre pour savoir qui ils sont vraiment », dit-elle doucement à Patricia qui l'accompagnait. Lui, il a compris. Ce jour-là, Dylan assistait à une conférence donnée par Iris dans son école. Elle parlait de justice, de dignité et surtout d'une vérité essentielle. La vraie guérison n'est pas seulement de réparer ce qui est brisé, mais d'apprendre à ne plus briser les autres. Au fond de la salle, Marcus, assis discrètement, écoutait avec des larmes silencieuses. Dylan le remarqua, et pour la première fois depuis des années, il leva la main pour lui adresser un salut franc, accompagné d'un vrai sourire. Ce sourire valait plus que tout ce que Marcus avait jamais possédé. La ville entière connaissait désormais l'histoire de Marcus Whitmore. On en parlait dans les universités, dans les journaux, dans les familles modestes comme dans les cercles de pouvoir. C'était devenu un cas d'école. La preuve que l'arrogance peut tout détruire, mais que la véritable humilité peut aussi reconstruire un être humain. Marcus, lui, n'avait plus besoin de titres ni de fortune. Chaque fois qu'il voyait un enfant rire dans le refuge, chaque fois qu'il parvenait à aider une famille, il se souvenait de cette vérité implacable qu'Iris lui avait laissée. Les plus grands miracles ne consistent pas à guérir des corps brisés,
mais à libérer des cœurs corrompus par la haine. Ainsi se refermait l'histoire d'un homme qui avait cru posséder le monde, mais qui ne possédait rien. Il avait dû tout perdre pour découvrir que la vraie richesse se trouvait dans ce qu'il pouvait offrir et non dans ce qu'il pouvait accumuler. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour choisir qui nous voulons devenir, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne Derrière les apparences. Car derrière chaque apparence de gloire ou de déchéance se cache toujours une vérité plus profonde, celle de la rédemption.